Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 16 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi aujourd'hui d'analyser flux. Je remets en jeu ILV contre Ton. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Entre les deux, le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin. J'ai pris les deux alts ici dans vos commentaires. Et également, je répondrai à la question du jour qui est si... alors, question sur la récession, si elle arrive dans les prochains mois, j'imagine que le bull run ne se fera qu'après une reprise économique. Mais alors, ce serait pas avant un an, voire plus, ce qui n'est pas cohérent avec les cycles de 4 ans du BTC. Peux-tu expliquer quelle temporalité tu vois dans tout ça? Et si ça a un sens de garder nos bagues aussi longtemps, surtout si on est déjà en perte. Alors, je répondrai à ça juste après. Pour revenir sur Bitcoin, donc on avait parlé de ce fameux Mandelo ici, qui a bien été tag sous les 57 600 $. C'était clairement l'objectif du prix à aller chercher, sur cette reprise de flux baissière. Alors là, il y a eu la reprise d'un petit flux haussier qui a permis de prendre cette zone de stop avant de ramener le prix sur la prise des stops ici, sur le lot de lundi. Donc les traders de début de semaine ont été invalidés. Et la réaction est plutôt sympa, puisqu'on avait parlé également de cette zone, de relative equal low. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux creux au même endroit, quasiment, qui font office maintenant de zone de stop, que vous voyez que le marché est venu taper parfaitement, ce qui a permis de venir travailler cette zone d'inefficience vectorielle qui sont très très souvent bossées, et donc là ça a été le cas. Donc c'est un petit peu la zone qu'on avait vue ensemble s'il n'y avait pas de cassure de l'imbalance daily, et on voit que l'imbalance daily est toujours intact. Alors il y a une légère clôture dessous, mais ça ne suffit pas pour invalider une zone d'inefficience. On voit que le marché est toujours en train de la travailler, et tant qu'on ne voit pas cette zone vraiment céder ici, l'objectif du prix est de toujours aller chercher ce qu'on appelle des zones de buy stop, c'est-à-dire se diriger au-dessus du sommet d'hier, au-dessus du sommet de mercredi, au-dessus du sommet de jeudi dernier et du sommet de dimanche. Donc c'est ce qui fait que l'objectif du prix, tant que cette zone d'inefficience ne cède pas, attendez, hop, changer de couleur, c'est d'aller taper les 62 700 $. Tout simplement. C'est ça l'objectif du prix actuellement, tant qu'il ne perd pas sa zone d'imbalance. Et pour moi, on ne peut pas dire qu'on a perdu cette zone d'imbalance ici. En plus de ça, on a tapé le Mandelo, c'est plutôt positif. Maintenant, la réaction du prix en horaire est très positive également. Pourquoi? Car on ne respecte pas une zone d'inefficience ici qui vient déclencher le break du Mandelo, qui est vectoriel en plus de ça, du coup bougie à fort volume ici. Donc très belle réaction du prix, le fait de casser cette zone. Ensuite, on forme une imbalance haussière qui est juste là, de cette mèche à cette mèche. Regardez, hop, on comble ça, on y va. Donc ça ici, c'est une très belle réaction. Grosse bougie impulsive qui est comblée, on continue. On reforme de l'imbalance haussière. Pareil ici, petite mèche dans l'imbalance, bam, on push. Donc en fait, on prend le plus bas de la bougie qui précède à 23 h et le prix de minuit ouvre et bam, grosse accélération. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix de minuit, souvent qui est juste là, va être un prix qui peut maintenant servir un peu comme support, où le prix peut graviter autour. Donc là, ça sera autour des 57 855 $. Mais franchement, la réaction du prix est plutôt pas mal. Ici, on a fait quelque chose d'assez sympa. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est la résolution de cette zone d'inefficience ici qui, pour l'instant, vous voyez, connaît un rejet au niveau du seuil médian. Et là, on pourrait éventuellement, si le prix rejette ici, maintenir ce sommet qui est venu prendre ses stops parfaitement. Et comment c'est précis, ça c'est pas du travail, ça c'est du travail algorithmique ici. Et le permettre de maintenir ce sommet pour faire une continuation baissière. Maintenant, personnellement, de ce que je vois sur le prix, de ce que je vois au niveau du sentiment également, je suis jeté un petit coup d'œil là au niveau des contrats dérivés, les gens sont short là sur toute cette descente. C'est mon ressenti. Après, c'est aussi un petit peu ce que me dit le prix au vu de ce que je vois ici. J'ai l'impression qu'on va avoir un Magic Friday, donc un vendredi assez bullish, alors le dernier que j'ai en mémoire, qui était très bull, c'était au mois de juillet, pardon. Il était assez choquant ce vendredi-là. C'était ici, ouais, c'était lui. C'était ce vendredi-là. Il était super agressif. On nous a fait une session de folie, donc une session matinale et d'après-midi de folie aux États-Unis, où le prix était passé sur l'Open de l'US autour des 64 000 ici, jusqu'à 67 000. On a pris 3 000 $. On a défoncé toutes les buy-side liquidity ici. Je sais pas. Alors, est-ce que ça va arriver ou non? J'en sais rien, mais j'ai l'impression que là, c'est clairement ce qu'on peut faire. Et franchement, je vous dis la vérité, je serais pas étonné de voir le prix revenir à 62 500 d'ici ce soir. Genre 22 h, 23 h hors de France, le prix pourrait clairement être là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, bien évidemment. On peut ne pas faire un Magic Friday.
Mais en tout cas, au vu de là, ce qu'a donné le signal, enfin de ce qu'a donné le prix comme signal, c'est quand même assez encourageant pour essayer d'avoir trouvé un lot ici, de toujours maintenir l'imbalance daily et là vraiment de prendre à contre-pied toutes ces bougies baissières ici. Pour moi, c'est un scénario qui est tout à fait réaliste. Alors, est-ce que ça va se faire? J'en sais strictement rien, mais le prix est plutôt pas mal. Maintenant, je reste méfiant de cette zone d'inefficience ici qui peut clairement nous marquer un top pour faire une continuation baissière. Donc, je vous invite à surveiller la zone des 58 700, 57 900, plutôt le seuil médian, donc 58 300, 58 700. Là, ça peut opérer un rejet qui peut se transformer en reversal et continuation baissière. Et pour moi, le scénario baissier se confirme exclusivement si la dernière imbalance haussière est perdue. C'est-à-dire la zone des 57 700, 57 600. Pour moi, tant qu'on ne retourne pas sous les 57 600, c'est plutôt le scénario haussier depuis cette prise de stop qui est à privilégier pour aller récupérer le sommet d'hier, 59 826 $, et également dans la foulée le sommet du CPI du mercredi à 61 800, voire également tous les stops accumulés au-dessus des 62 700 $ avec un gros squeeze qui pourrait intervenir aujourd'hui éventuellement. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que vraiment on termine avec un vendredi qui prend un contre-pied toute la semaine, parce qu'on est plutôt sur une semaine qui a été baissière, hein, et on pourrait avaler tout ça en une journée comme on l'a fait le vendredi que je vous avais montré précédemment. Maintenant, je sais pas si c'est le scénario qui va arriver, mais j'ai l'impression, vu de ce qu'a fait le prix, que c'est un scénario qui est tout à fait possible. Maintenant, il faudra résoudre cette inefficience baissière. Pas plus de choses à dire. Je maintiens l'idée que tant qu'on perd pas cette imbalance, l'objectif c'est 62 700, on perd cette zone d'inefficience, on ira chercher les 53 925 $, voire retravailler le seuil médian de cette mèche au niveau des 51 442 $. Voilà, en gros ce que vous devez retenir, tout simplement. Et je vais répondre à la question, du coup, vu qu'on a fini de parler du Bitcoin, question sur la récession. Si la récession arrive dans les prochains mois, le bull run se fera qu'après une reprise économique, mais ça serait pas avant un an, voire plus. Alors, le cycle des 4 ans, en fait, qu'on vous a enseigné sur Bitcoin, alors certes, c'est vrai, le Bitcoin pump environ tous les 4 ans. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas comme ça dans le vide, ok? C'est pas genre les mecs se donnent rendez-vous tous les 4 ans pour acheter du Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cycles économiques qui vont impacter le Bitcoin, ok? Et ces cycles économiques sont drivés par ce qu'on appelle la global liquidity. C'est quoi la global liquidity? C'est grosso modo l'argent qui va circuler au sein des différentes économies, et cet argent, pour la plupart du temps, est imprimé par les banques centrales, qu'elles soient la Fed, donc la Banque centrale américaine, ou enfin la Réserve fédérale américaine, ou la Banque centrale européenne, ou la Banque centrale en Chine, etc., etc. Et donc là, ici, je vous ai mis la liquidity de toutes les différentes banques centrales, entre guillemets. Alors, ça prend pas que la liquidité des banques centrales, hein, mais grosso modo, si, c'est la liquidité des banques centrales. Et grosso modo, ça nous montre un petit peu quand est-ce que ça imprime, quand est-ce que ça réduit le bilan. Et là, aux États-Unis, c'est la net liquidity aux US. Donc là, c'est vraiment que fait la Fed, en fait, avec le pognon. On voit que quand la Fed, par exemple, ici réduit son bilan, il y a une baisse du Bitcoin parce qu'en fait, les assets à risque se font vendre, et donc cette réduction de bilan a impacté également le marché boursier américain, et on se rend compte que tous les 4 ans à peu près, il y a une impression monétaire qui est assez forte. Et par exemple, là, vous voyez, ici, en Europe, on a imprimé beaucoup de pognon à partir de mars 2020, aux États-Unis, pareil, en Chine, eux, ils ont commencé un peu plus tard. Au Japon, on voit également qu'ils étaient déjà en train d'imprimer beaucoup d'argent depuis début 2020, et au Royaume-Uni également, on a imprimé beaucoup d'argent à partir d'avril. Et on voit que le Bitcoin a fait son énorme rallye aussi ici, c'était corrélé à toutes les impressions. Là, vous allez vous dire, oui, mais le Bitcoin n'a rien à voir avec la finance traditionnelle. Bah si, en fait, le Bitcoin, ça a à voir avec l'argent. Et donc, si on imprime des milliers de milliards, automatiquement, ces milliers de milliards peuvent se retrouver à un moment donné dans le marché crypto. En tout cas, si on crée de la masse monétaire en masse, ça peut être dilué dans le marché crypto, et c'est de l'argent qui peut arriver dans le marché crypto et faire exploser le Bitcoin. Mais pas que de cette manière-là, parce que également, alors vous doutez bien que la Fed, quand elle imprime de l'argent, c'est pas pour acheter du Bitcoin, ok? Mais vu qu'on augmente la masse monétaire, il y a plus d'argent qui va se retrouver dans l'économie, et ça, à un moment donné, ça va déjà se retrouver sur les marchés, et si ça se retrouve sur les marchés, donc là je parle des indices, des actions, etc., ça peut également ruisseler après dans les crypto-monnaies, et en fait c'est un mécanisme logique. Si on imprime beaucoup d'argent, on est dans un environnement où on peut se permettre d'acheter du risque, parce que généralement c'est le risque qui est soutenu dans ces périodes d'impression monétaire, et le Bitcoin est considéré comme un asset à risque, c'est une valeur technologique, il n'est pas considéré comme l'or, ok, qui va être un risk-off. Pour l'instant, le Bitcoin est considéré comme une valeur technologique, donc en fait il se comporte un petit peu comme le Nasdaq. Il va suivre le Nasdaq dans
la majeure partie de ces flux en fait. Et en fait, ça n'a pas forcément à voir avec le cycle des 4 ans, mais ça a plutôt à voir avec l'impression monétaire. Par exemple, ici, le bull run de 2017, alors certes, l'halving, ça augmente le prix de production, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de production, en fait, il n'est pas à 20 000. Quand il y a l'halving en 2017, je crois que le prix de prod, il est autour des 400 $. Donc c'est pas ça qui justifie un bitcoin à 20 000 $. Même en 2020, quand il y a l'halving, je crois que le prix de prod, il est à 4 000, 5 000 balles. C'est pas ce qui justifie un bitcoin un an après à 70 000 $. Pareil, là, quand on est monté à 74 000 $ ici. Là, sur le rush des ETF, la post-halving, le prix de prod, alors en moyenne, il est à 40 000. Maintenant, avec les nouvelles machines qui sont sorties, qui sont beaucoup plus puissantes et moins énergivores, le prix de production sera autour des 23 000 $. OK ? Donc on a déjà eu l'halving et le prix de prod il est à 23. Donc si le Bitcoin va à 150, 200, c'est pas parce qu'il y a eu l'halving. En fait, on a mis dans la tête des gens que c'était avec l'halving. Alors oui, l'halving, bien sûr, ça réduit un petit peu la rareté du Bitcoin. Enfin, ça augmente la rareté du Bitcoin et ça augmente son prix de production. Donc naturellement, sa valeur intrinsèque, elle augmente, elle double. Mais ça justifie pas des expansions aussi fortes. Et ça se justifie par des impressions monétaires qui sont assez fortes, alors qui peuvent venir des États-Unis et des fois d'autres zones. Par exemple, on voit qu'en 2017, ça venait pas du tout des États-Unis. Aux États-Unis, on est en train d'augmenter les taux ici pendant le mandat de Trump, de 2016 à 2020. Et Trump gueulait sur la Fed pour baisser les taux. Mais on voit que, regardez, c'est plutôt en Europe où on avait une stimulation qui était assez nette et assez franche depuis à peu près mars 2015. Et l'Europe était dans une politique économique d'impression monétaire pour stimuler son économie, où comment dirais-je, le bilan de la Banque centrale est passé de 2000 milliards à 4000 milliards en l'espace de quelques années. Et on voit qu'ici, ça a motivé justement un rallye dans les assets à risque et on voit que Bitcoin en a bénéficié. Après, c'était aussi la période de démocratisation du Bitcoin, du marché crypto, etc. Donc ça a formé cette grosse bulle, mais ces bulles se forment souvent pendant les périodes d'impression monétaire. Ici, par exemple, en Chine, on voit également qu'ils sont en train d'imprimer de l'argent. Au Japon également. Il y avait aussi un narratif qui disait que en Chine, les Chinois achetaient du Bitcoin justement pour exit leur monnaie parce que c'est très compliqué pour eux de faire des échanges. Donc le Bitcoin était un moyen pour eux justement d'acheter du Bitcoin et ensuite de le revendre contre du dollar parce que pour eux c'est compliqué de sortir de leur monnaie. Également, au Japon, on voit qu'il s'imprimait beaucoup et au Royaume-Uni également. Donc il y avait une stimulation économique. Donc automatiquement, ça va également se voir sur le prix du BTC. Ici, on voit que sur ce bear market, là, les États-Unis étaient en réduction de bilan assez franche. Le marché américain a chuté, pour ceux qui s'en souviennent, en 2018. Et on a eu la correction du Bitcoin. Et quand le Bitcoin est passé de 6 000 à 3 000, ici, on a eu une grosse correction sur le marché boursier, pour ceux qui s'en souviennent, où le S&P Nasdaq s'était fait complètement exploser. On était sur des moins 20, peut-être moins 30 en l'espace de quelques semaines. Alors peut-être pas moins 30, mais au moins un bon moins 15, moins 20. Et donc ça s'est corrélé au BTC. Et c'était juste avant de rebrancher un petit peu ici, à la fois réimprimer du pognon quelques temps plus tard avec le Covid. Et ensuite, comme je vous ai montré, l'impression monétaire massive. Et c'est pareil ici, où là, vous voyez, pendant le bull market de 2013, du Bitcoin, de 2012 jusqu'à 2013, les États-Unis étaient en full impression ici. Et donc, sur les assets à risque, on a eu une belle performance et automatiquement, Bitcoin en a profité. Il y en a beaucoup enfin, j'entends souvent cette connerie, après les gens sont pas forcément bien renseignés, qui est que, alors le Bitcoin, les institutions sont dans le Bitcoin depuis 2024 avec les ETF. C'est faux. C'est complètement faux. Par exemple, Goldman Sachs est dans le Bitcoin depuis 2011, bien avant la plupart d'entre nous. Par exemple, moi, j'ai connu le Bitcoin en 2012-2013, j'ai acheté mes premiers Bitcoins en 2016, mais Goldman Sachs est dedans depuis bien longtemps. Il y a clairement des institutions qui ont dû s'exposer ici en 2013 sur ce rallye. Ici, c'est pas Michel, Jean-Jacques qui ont acheté un petit peu de Bitcoin, qui ont fait exploser le prix comme ça, ou les méchants dealers ou ceux qui vont blanchir de l'argent, qui vont faire pumper le Bitcoin comme ça. Non, il y a vraiment un afflux massif. Par exemple, le GBTC, je crois qu'il existe depuis 2015. On a fait un trust Bitcoin en 2015. Donc ça veut dire déjà que ça démangeait les institutionnels depuis pas mal d'années. Donc ils sont là depuis longtemps. Maintenant, ils ont des produits qui leur facilitent, mais les institutions sont là depuis très très longtemps. Bien avant vous, bien avant moi, je pense également. Je pense qu'ils sont là depuis déjà Goldman Sachs 2011. Donc je pense qu'il y a d'autres institutions qui sont là depuis quelques temps. Par exemple, on a retrouvé des achats de JP Morgan sur le GBTC en septembre 2017. Donc ils sont là depuis quelques temps. Et en fait, ils vont aborder ce marché avec une vision traditionnelle. Donc quand il faut acheter du risque, ils vont acheter du risque. Quand il faut vendre du risque, ils vont vendre du risque. Et donc là, vous avez la Global Net Liquidity. Donc c'est un peu la liquidité de toutes les banques centrales en orange. Et puis on voit que ici, quand ça accélère énormément, bizarrement, ça correspond au bull run du Bitcoin. Là, justement, on a commencé à accélérer massivement. Regardez, c'est complètement corrélé ici. Et quand on a top sur la Global Net Liquidity, on était déjà en bear market ici. Là. Quand la Global Net Liquidity a diminué, le Bitcoin a diminué.
Là, on voit que la global net liquidity a explosé à cause du Covid. Les marchés ont explosé. Et là, on voit que la global net liquidity n'a pas forcément beaucoup augmenté, mais si vous voulez, on a tellement imprimé dans le passé que ça a encore eu un impact, si vous voulez, un petit peu dans les marchés. Là, j'en ai parlé dans la vidéo de récession d'hier. Enfin, on faisait un point sur l'économie. Et du coup, ici, vous avez là, comment dirais-je, la global net liquidity qui est pas encore au top de sa forme. Ce qui fait que, vous voyez, on n'est pas encore dans un gros bull run ici. Le Bitcoin, en fait, est juste venu faire un retracement massif avec ses ETF. Et je pense que si on veut une grosse appréciation du Bitcoin, il faudra réattendre de l'impression monétaire. Et cette impression monétaire arrivera probablement après une éventuelle récession. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la récession, quand elle arrive, elle va pas durer non plus des années. Enfin, ça peut durer, par exemple, 1 an, 2 ans, mais le marché va pricer ça assez rapidement. Vous savez que le marché price rapidement parce qu'en fait, ce qui arrive après une récession, c'est l'impression monétaire. Donc automatiquement, les marchés vont partir au nord avant qu'on se mette à imprimer de l'argent et vont accélérer quand on va réimprimer de l'argent parce que cet afflux d'argent va arriver sur les marchés. Et également ici, nous, notre indicateur, c'est l'impression de stablecoin et on voit qu'on a commencé à réimprimer en novembre 2023 et que là, on continue d'imprimer, mais malgré cette impression, on n'arrive pas encore à faire de nouveaux sommets ici. Mais également, on a nos indicateurs, impression, on pump, on crame du cash ici, du Tether, on dump, etc., etc. Mais c'est surtout la global net liquidity et la politique des différentes banques centrales du monde qui font massivement évoluer le Bitcoin. Car vous savez que si on crame de l'argent, si on crame de la dette, ça fait du retrait monétaire et du retrait monétaire, c'est pas très bullish pour les marchés. Et vous voyez comment c'est corrélé ici. Et c'est pas forcément à voir avec le halving. Alors le halving, je pense que c'est un bon narratif pour justifier la montée des prix, mais je pense surtout que le Bitcoin réagit très bien aux politiques monétaires, en fait, ni plus ni moins. Et là, on en a la preuve directement avec la net liquidity ici qui nous montre les accélérations et les il commence à accélérer ici en 2013. Regardez-moi l'accélération du Bitcoin ici. Là, de 2014 jusqu'à à peu près 2015, on n'a plus imprimé de pognon. Regardez le bear market du BTC. On s'est mis à réimprimer du pognon ici. Regardez comment le Bitcoin est remonté. C'est qu'une question de ça. Donc pour répondre à ta question, le cycle des 4 ans, il est réel pour l'instant, ok. Maintenant, ce cycle des 4 ans n'a rien à voir avec l'halving. On entend toujours, oui, Bitcoin pump 6 mois après l'halving. Alors le Bitcoin va toujours être au-dessus du prix de production. C'est-à-dire que le prix de prod, là, actuellement, il est, on va dire, entre 23 et 40 000, ce qui fait que là, on est bien au-dessus. Mais on pourrait très bien, par exemple, revenir vers ces valeurs pendant un pricing d'une récession. Et ensuite, quand la Fed et les différentes banques centrales du monde vont être obligées de baisser leurs taux et réimprimer de l'argent, c'est à ce moment-là, vous allez voir le Bitcoin repartir. Très probablement. Et ce qui prouve que pour l'instant, Bitcoin n'est pas un actif valeur de refuge, enfin réserve de valeur, mais il suit énormément les flux des assets à risque car il en est un. Voilà. Donc j'espère que ça aura répondu à la question. Donc je ne peux pas timer le marché, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va suivre. Et vous voyez, par exemple, les altcoins, elles n'ont rien fait parce qu'on est pour l'instant, il est toujours dans des banques centrales qui sont en train de continuer de réduire leur bilan. Et on ne cherche pas à acheter Alors Bitcoin, Ethereum, oui, parce qu'il y a eu les ETF, mais vous croyez vraiment que des institutions vont acheter des altcoins qui servent pour la plupart à rien dans un monde où les banques centrales sont toujours en train de réduire leur bilan? C'est peu probable en fait, pour l'instant. Donc c'est ce qui fait que le prochain gros bull run des altcoins, pareil, ça sera probablement la prochaine impression monétaire. Mais pour ça, il faudra baisser les taux. Et les taux aux États-Unis sont toujours assez élevés. Et partout dans le monde également, on a des taux qui sont assez élevés, à part en Suisse, au Japon, etc. Mais sinon, dans les 3/4 du globe, on est sur des taux qui sont très élevés. Donc la stimulation économique, c'est pas pour tout de suite. Donc le bull run, ce sera pas tout de suite. Alors les États-Unis ont lancé un programme de rachat de bonds là récemment. Ils vont imprimer des centaines de milliards de dollars. Mais ça sera destiné aux bonds dans un premier temps, donc à de la rachat de dette. Et ça sera pas destiné à stimuler les marchés. La stimulation des marchés, c'est probablement pas maintenant. Et sur une pyramide du risque, vous allez avoir les actions, les indices, les actions européennes, les indices européens. Je pense qu'on peut mettre au même niveau maintenant Bitcoin et Ethereum avec leurs ETF. C'est des produits qui plaisent énormément. Et ensuite, vous avez les petites actions américaines et tout en bas, vous avez les altcoins. Donc dans un environnement où la global net liquidity continue de chuter, les pros et les grosses institutions vont pas chercher à s'exposer sur des altcoins. Ça, ils le font dans des environnements complètement débiles où il y a une grosse impression monétaire, où on peut justifier d'acheter n'importe quoi, on achète n'importe quel risque. Et là, ça explique des bulles sur les altcoins qu'on n'est pas prêt de revoir tout de suite, parce qu'on n'est pas prêt de réimprimer de l'argent massivement tout de suite. Et là, on voit pour l'instant qu'il n'y a aucune banque centrale qui réimprime. La net liquidity US continue de stagner. Là, c'est la net liquidity, mais la balance sheet de la Fed continue de baisser. Oups. Ici, en Europe, là, on voit clairement qu'ils sont encore dans la réduction de bilan en Europe. Il n'y a toujours pas d'impression. Ici, on voit qu'en Chine, là, eux, ils sont en train de booster leur économie. Donc là, par exemple, ce rallye du Bitcoin pourrait très bien s'expliquer par une Chine qui
qui booste son économie. Mais bon, eux, ils ont une crise immobilière. Je pense pas que c'est pour acheter du Bitcoin. Hein. C'est plutôt pour stimuler leur marché immobilier. Au Japon, ici, là, depuis que les taux sont très hauts aux États-Unis, bon, on a vu qu'il y en a pas mal qui sont partis emprunter au Japon. C'était intéressant de le faire pour échanger ça en dollars. Donc, c'est ce qui a dû expliquer cette hausse ici de la balance sheet de la Banque centrale japonaise. Mais voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et puis, au Royaume-Uni, là où donc les majeures banques centrales, ça va être États-Unis, Europe, Chine, Japon, Royaume-Uni. Si on va pareil au Royaume-Uni, il n'y a pas encore de stimulus. Donc, pour l'instant, avoir un stimulus crypto-monnaie, c'est pas ce qui peut être le plus d'actualité. Ok. Et c'est pour ça que ce narratif halving s'essouffle parce que le prix de prod est à 23 000, 40 000. On est déjà au-dessus du prix de production. Donc Bitcoin, si vous voulez, il est déjà au-dessus de sa fair value, enfin de sa valeur intrinsèque, ici. Par exemple, si on était à 15 000 et que le prix de prod était à 23,40, on aurait pu spéculer sur un rallye haussier pour l'halving. Pourquoi ça n'a pas arrivé? L'halving, il a eu lieu, je crois, en mai 2024. Le prix de prod était déjà bien plus bas, en fait. Tout simplement. Avant l'halving, il était autour des 12 000, 20 000. Il est passé des 23 à 40 après l'halving, donc on est déjà au-dessus de ces prix-là. Donc pourquoi continuer de monter? Non, on est déjà au-dessus de la value du mining, de combien ça coûte de miner du Bitcoin. Donc là, je pense que ce qui nous attend, c'est encore digérer tout ce mouvement haussier en attendant que les banques centrales réimpriment du pognon, et c'est pas demain la veille. Donc il va falloir être patient, et il faudra justement passer via cette récession qui sera pricée. Alors, à voir jusqu'où ça ira sur le BTC, hein, ça se trouve, on va pas baisser très fort, on va pricer une récession très vite, ça va se reprendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette récession va être pricée si elle arrive. Et oui, ça va impacter probablement le Bitcoin, mais voyez ça comme une zone d'achat. Parce qu'après la récession arrive l'impression monétaire, et c'est l'impression monétaire qui lance les bull market. Donc j'espère avoir répondu à cette question. La récession, si elle arrive, je pense que ce serait pour 2025. Je pense que ça va être pricé très rapidement. Et je pense que très vite après, on va respéculer sur l'impression monétaire, etc. On va spéculer sur les avancées de l'IA. Ça va booster pas mal les entreprises, etc. Ça va augmenter les chiffres d'affaires. Donc après quelques faillites, etc., je pense qu'on va vite rebooster tout ça et ça repartira assez vite. Mais je pense que oui, mi-2025 ou début 2025, ça pourrait suffire à nous avoir pricé de la récession et permettre de repartir doucement dans un marché haussier. Peut-être du coup pour 2026, le gros bull run qui serait corrélé avec l'impression monétaire, etc. Alors pour revenir sur Ethereum rapidement, bon du coup j'ai beaucoup parlé, mais c'était une question qui était assez intéressante. Pour revenir sur Ethereum, alors la zone d'inefficience est toujours en train d'être maintenue ici. On est toujours coincé dans ce range. Alors, bon, j'aurais bien aimé voir une petite chasse du Mandelo, mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu ici. Peut-être que ça n'arrivera pas également, c'est pas impossible. Ça a été fait sur Bitcoin, c'est Bitcoin, l'actif dominant, c'est pas Ethereum. Hein. Pour moi, tant que Ethereum maintient cette zone ici, là, j'en avais parlé, jusqu'au 2550, pareil, Ethereum, son objectif, c'est d'aller travailler cette zone d'inefficience et pareil, de combler son gap qu'il n'a toujours pas comblé sur Ethereum Future jusqu'à 3000 $. Et si je devais spéculer sur une zone de retournement sur Ethereum, je spéculerais entre 3230 et 3120 pour ensuite, malheureusement, si le flux reste toujours baissier, nous offrir un nouveau plus bas qui irait chercher sous les 2000 $. Voilà, c'est un point rapide, mais il n'y a pas nécessairement plus de choses à dire sur Ethereum. Juste regarder un petit peu en horaire ce qu'est en train de faire le prix. Toujours un bon indicateur ici. Alors, on est en train de rebosser cette jambe d'inefficience baissière ici et ce serait positif de la casser. Et là, pour l'instant, on ne peut pas encore dire qu'elle est cassée, mais si elle se casse, le prix va changer d'état. Le prix va passer d'un état où il cherche à déclencher des sell stops, ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait là. Et donc, à ce moment-là, il cherchera à activer des buy stops. Et on voit que sur Ether, on n'est pas venu chasser les stops ici. Donc là, il y a une très belle zone de stop. Hop, à venir chercher maintenant au-dessus des 2684 $. Et également, prochaine zone de stop, 2788. Et objectif, aller combler le gap CME. Donc, ouais, dans l'idée, si Bitcoin a bottom, je pense que Ether là, va rompre cette zone d'inefficience. Et ça sera le signal que Ether, c'est bon, se reverse et a envie maintenant d'aller attaquer les vendeurs. 2684 $ et 2789 $. Et pour finir, le flux. Alors, malheureusement, le flux, quand on regarde le flux du marché du prix, on est de nouveau sur un flux qui est baissier. C'est-à-dire que le marché ne répond plus aux imbalances haussières, mais il répond aux imbalances baissières. Exemple, création d'une imbalance baissière ici, qu'on peut aussi caractériser de breakaway gap. Pourquoi? Parce que l'imbalance ici, hop, la bougie de l'imbalance ici va connaître une cassure de son plus bas. Ok, c'est une imbalance ici qui est restée ouverte. On fait une continuation baissière, mais avant ça, on a formé une petite imbalance ici qui, elle, a été comblée. Et là, le marché, vous voyez qu'il ne répond plus aux imbalances haussières, mais il répond aux imbalances baissières.
Il y a de l'imbalance haussière ici. Ça a été cassé et ça a été transformé en imbalance baissière, qui encore une fois ont été retestés. Continuation baissière. On fait quoi ici? Imbalance baissière. Donc là, il y a des chances que le marché vienne faire un pullback sur le flux dans cette zone, par exemple jusqu'au seuil médian, dans les 58 centimes, pour faire de la continuation baissière et se diriger vers des points d'intérêt. Alors là, on en a sauté pas mal et on est dans la dernière zone d'inefficience mensuelle. Et vous voyez, hein, les imbalances vectorielles très souvent sont retravaillées et je vous en parle souvent et on sort pas ça de notre chapeau, on s'en est rendu compte à force d'analyser le prix tous les jours pendant des années. Ici, il y avait, donc c'est fou de se dire que quand le prix est à 1,70, de se dire qu'il y a une petite imbalance vectorielle ici qui traîne entre 40 et 48 et de se dire que le prix peut y revenir. Et le prix y est revenu. Et c'est ce qui fait que le prix s'est mangé à un moins 78. Et là, il l'a comblé totalement. Si vous avez des, comment dirais-je, vous avez des convictions haussières sur flux, la zone elle est pas mal pour acheter spot, pour prendre un petit risque en limite, pas faire du DCA, c'est-à-dire rester, enfin ne pas lâcher l'affaire en fait, genre oui non j'achète là et puis si ça baisse je rachète là et puis ça va que monter et je rachète et je rachète et je rachète. Au final le truc ça se trouve se dirige vers zéro et bougera plus. Alors c'est peut-être pas le cas et c'est probablement pas le cas, mais c'est pas un risque à prendre. Ok, vous achetez une bonne zone, c'est bon, vous gardez votre objectif de revente, ça sera pour plus tard. Je vais regarder les sommets et creux annuels qui ont été tapés, c'est très important. Voilà, on est venu prendre le sommet de 2023, on s'est retourné. Moi, quand je vois une bougie comme ça, très souvent, le prix est intéressé maintenant par l'extrémité opposée. Donc là, il a été intéressé par prendre, vous voyez, on a pris le plus bas de 2022 en 2023. En 2024, on est venu prendre le plus haut de 2023. Donc là, l'objectif pour moi du prix, si l'imbalance que je vous ai montré en mensuel ne tient pas, ça sera de venir chercher le plus bas de 2023. Donc sous les 30 centimes, ce sera un objectif pour flux. Et c'est l'objectif que je me donne personnellement tant que je ne vois pas d'inversion au niveau du prix. Je pense que le marché va venir chasser ici tous ces plus bas. Là, il y a des lots au même endroit. Ça, c'est très juteux pour le marché d'y aller. Et donc là, tant que le flux est baissier, je pense que c'est ce qui peut attendre au flux, en fait, un nouveau plus bas. Surtout après la prise de stop qu'il a fait ici. Hein. Là, on est venu prendre un gros sommet, bam, reversal. Maintenant, les points d'intérêt, on avait un ici. Bon, c'est pas en train de causer un gros retournement. Il y a un futur point d'intérêt ici autour des 38. Ça me semble être l'objectif, mais surtout les 30. Donc je m'attends honnêtement à ce que flux puisse rebondir dans la zone des 52, voire 63, mais qui finira par aller chercher les 28, 30 centimes. Je sais que ça fait chier parce que c'est encore un moins 50, mais en tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix ici. En tout cas, sachez que si vous achetez le plus bas de 2023, là, votre objectif de revente en 2025, ce sera le plus haut de 2024. Donc là, c'est intéressant de poser une petite pièce. Ok, déjà en limite ici parce qu'on est dans une zone intéressante. Mais par exemple, si vous voulez investir 500 $, vous foutez genre 200, allez, on va dire 150 $ ici et vous mettez 350 $ là-bas. Comme ça, votre prix moyen d'achat sera plus bas et sera autour des 34 centimes. Et votre objectif de vente en 2025 sur la prochaine bougie mensuelle, enfin annuelle, pardon. Donc là, c'est 2024. Imaginons 2024, ça prend le plus bas de 2023 et ensuite ça clôture dans le corps de bougie de 2023. Donc autour des 40 à 60 centimes. 2025, l'objectif, ce sera d'aller, alors peut-être de refaire un petit tour sous le prix de 2024. C'est pas impossible, ce serait le dernier dump. Mais allez, on va pas spéculer là-dessus, on va dire que c'est bon, là, le bottom, il sera là. Et son objectif, ce sera de redistribuer le prix dans une phase de bull run au-dessus du prix de 2024, donc au-dessus des 1,78 $. Voire éventuellement le plus haut de 2022 à 3,44 $. Mais dans un premier temps, ce sera ce prix ici à 1,78 $. Du coup, quelqu'un qui achète, on va dire en moyenne à 40 centimes, il peut se faire un petit x 4,4, c'est pas trop mal, en revendant juste le sommet de 2024. Et là, il y a beaucoup d'altcoins qui sont proches d'aller chercher ces plus bas annuels. Donc je pense que Flux en fait partie, qui va y aller. Il y a Matic aussi, donc je vous laisse regarder. Hein, vous mettez votre graphique en échelle annuelle et vous regardez jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas, ouais, Flux, là, ça sent la livraison du prix, probablement. Alors, peut-être fin du trimestre, peut-être fin septembre. S'attendre fin septembre à un nouveau plus bas autour des 30 centimes et poser le bottom fin d'année 2024, donc le dernier trimestre qui commence le 1er octobre. Voilà, ce serait de se dire que Q4 2024 on bottom. Et que pour 2025, l'objectif du prix, pardon, ce sera de faire le rebalancing de ces imbalances complètement et d'essayer de ramener le prix au-dessus du sommet de 2024 à 1,78, voire le sommet de 2022 qui va être ici, sur cette bougie-là. Bon, il est haut, on est à 3,45, quelque chose comme ça. Mais bon, déjà, revenir ici, c'est pas mal. 1,78, et je pense qu'on en profitera pour sauter ces sommets-là à 2,10 pour venir combler cette inefficience idéalement qui est toujours ouverte.
Mais ouais, donc ça pourrait faire un bon achat, mais là c'est juste d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue spéculatif, il faudra voir si ça correspond au futur narratif du marché, etc. etc. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prendrai une future question pour une prochaine vidéo pour la question du jour. Je vous rappelle également, vous avez tous les liens importants, premier commentaire épinglé. Si vous voulez vous inscrire sur BitGet et bénéficier justement d'une réduction sur vos fees, d'un bonus de dépôt, avoir la formation gratuite, l'accès au VIP sur le Discord, avoir accès au copy trading, tout ça c'est 100% gratuit. Ça se passe avec notre partenaire BitGet. Vous cliquez sur ce petit lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous faites le KYC, donc la validation d'identité. Une fois que c'est fait, vous pouvez rejoindre le copy trading immédiatement, vous cliquez sur ce petit formulaire, vous allez le remplir, prénom, email, identifiant BitGet. L'identifiant BitGet, il s'obtient sur votre tableau de bord BitGet en haut à droite, c'est très simple à trouver. Et ensuite, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading ici. Et vous pourrez configurer le copy trading sur votre compte et rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Et vous avez toutes les updates sur le Discord, les listes d'attente, les stratégies, etc. etc. Vous pouvez aussi rejoindre l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Alors ça c'est le seul abonnement payant qu'on propose, ça commence à partir de 49 € par mois TTC, c'est sans engagement, vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Vous allez avoir accès à des briefs quotidiens en direct qui sont disponibles que pour les élèves, à une formation qui a déjà été tournée, qui vous est envoyée, à bientôt une nouvelle formation que je vais tourner exclusivement sur le price action et le temps, et également vous avez accès au Discord pour poser toutes vos questions, etc., etc. Donc si vous voulez obtenir tout ce contenu, ça se passe dans l'école, tous les liens en barre d'infos. Bonne journée à tous, on se retrouve lundi. Ah non, pardon, cet après-midi, je vous sors une vidéo tutoriel sur BitGet Futures, comment utiliser correctement le levier. Soyez présents, alors je sais plus, je l'ai programmé pour quand, je crois que c'est 17h heure de France ou 16h, je sais plus. Mais voilà, fin d'après-midi, vous avez une vidéo sur BitGet explicative de A à Z. Bonne journée, bon week-end, à tout à l'heure ou un lundi. Ciao, ciao.